Et c'est ce qui conclut La tête à l'envers, l'émission qui commence par la fin et finit par le début. Et au milieu, ben, ça va dans tous les sens. C'est aussi l'émission pour laquelle les téléspectateurs ont besoin de sous-titres pour comprendre les deux animatrices. Merci Barbara, merci à notre invitée Camille Desgé et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui nous attend, Marie-Élise? Il y en a qui posent des questions, nous on pose les réponses. Également la chronologie inversée avec toi Barbara. Et oui, et cette semaine c'était la chronique Mimosa. La semaine prochaine, ce sera la chronique Cosmopolitaine. Bonne fin de soirée à notre antenne. Déjà rendu au milieu de l'émission, Marie-Élise. Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Desgé qui porte plusieurs chapeaux, qui est rédactrice en chef pour le blog Le Cahier, qui est également animatrice à la télévision et ici même à ma TV, et qui est entrepreneur. Et en cette veille de la Journée internationale de la femme, on ne pouvait pas mériter une meilleure invitée que cette femme-ci présente avec nous. Et on va se faire une petite chronologie inversée pour la connaître, mieux la connaître. Oui, donc chronologie inversée, le tête à l'envers, on fait ça à l'envers pour le vrai. Donc 2015, passage à la célèbre émission La tête à l'envers, moment marquant de ta carrière, évidemment. Sans aucun doute. Ben oui. Animation également de l'émission Le Cahier, présentée ici à ma TV. Également en 2014, lancement du blog The Booklet, version française du blog Le Cahier, également lancé en 2013 où tu es rédactrice en chef. En 2012, lancement, encore une fois, donc fondation de l'agence Code Morse, agence de marketing web. Et également en 2012-2009, on mêle chronique, animation, notamment au Journal de Montréal, à l'Open Télé, à l'émission Libre Service, à Monsieur Ness où tu fais des chroniques techno. Et en 2008, tu fondes la troupe de théâtre Action-Réaction. Beaucoup de choses qui se sont passées. Au cours de toutes ces années-là, il y a eu un élément déclencheur. Un voyage de surf au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé sur ces vagues-là qui a fait, dans le fond, ta carrière d'entrepreneur aujourd'hui, là? Ben en fait, comme tout le monde, j'ai fait, comme plusieurs personnes en communication, j'ai fait un bac. Et je suis sortie de mon bac. J'ai eu un premier emploi qui était à l'époque chez canoë.ca, qui était un des plus gros sites web au Québec. Ben, je faisais une job de base, là. Je mettais des vidéos en ligne. Il n'y a rien de plus facile et de plus... avouons-le, ennuyant. Ouais. On met des vidéos en ligne, on met le titre, on met les mots-clés. C'est assez simple. Ensuite, je suis partie dans une agence parce qu'entre-temps, Facebook était en pleine effervescence. Il y avait Occupation Double, donc Canoë étant une propriété de Québécois. Je me suis mis à travailler sur les réseaux sociaux d'Occupation Double. Et de fil en aiguille, une agence de publicité m'a recrutée pour gérer des réseaux sociaux. À l'époque, on appelait ça experte en réseaux sociaux. Beau titre, quand même. Beau titre, oui. mais emploi vraiment ennuyant parce que je gérais le Facebook des banques ou des affaires comme ça. Ah ouais. Et là, je suis sur un surf, première vacances de fille professionnelle qui a une job, qui se dit « OK, je prends une semaine de vacances. » Et là, j'étais sur un surf au Mexique, j'ai fait « Mais ma vie est plate. J'ai 21 ans et ma vie est plate. J'aime pas ce que je fais, je me lève le matin, j'ai pas vraiment le goût d'aller au travail, j'ai le goût de finir ma journée. Donc, j'ai juste démissionné. Tout simplement. Et je me suis dit « Je pars à mon compte, je fais mes affaires. » Ça prend quand même du guts. Oui, mais au pis-aller, qu'est-ce qui arrive? T'as rien. T'as un appartement. Fait qu'au pis-aller, t'as plus d'argent et t'essayes autre chose. Ben oui. C'est le pire qui peut t'arriver. Et là, ce qui s'est passé à la suite de ce voyage-là, c'est ton intérêt pour la mode. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme inspiration dans les voyages, justement, au niveau de la mode? Mais c'est sûr que chaque ville est tellement différente. À chaque fois, il y a des égéries. Tu vas avoir des hit girls, tu vas avoir des magasins clés, des compagnies, des designers. Et le climat va influencer. Donc, c'est sûr que moi, j'aime voir dans chaque ville que les tendances ne sont pas arrivées au même moment nécessairement, que ce n'est pas les mêmes choses qu'on aime. Et même juste au Canada, on peut voir que la mode portée à Montréal et à Toronto est totalement différente. À Paris, c'est autre chose. À Miami, c'est autre chose. À Londres. Donc, voyager, pour moi, c'est m'inspirer, c'est me dire qu'est-ce qui me ressemble. Parce que peu importe où je vais habiter sur la planète, je vais avoir des indispensables qui vont me suivre. Donc, le voyage me permet de découvrir ça. Mais là, tu nommes plusieurs villes. Tu dis que tu aimes également que les tendances n'arrivent pas au même moment. C'est qui la ville qui a la tendance en premier? C'est Paris ou c'est Londres ou c'est nous? Est-ce qu'on est complètement en retard? Ben nous, on est en retard. Là. Donc en ce moment, on n'est pas à la mode du tout. On l'a pas pensé. Non, mais en général, à Montréal, on est en retard, mais ça tend à changer grâce à Internet. Parce qu'avant, les tendances allaient partir des semaines de mode. Et oui, on avait une semaine de mode à Montréal qu'on n'a plus, mais c'est pas la semaine de mode de Paris ou de Milan. Donc, je pense que les deux villes phares, ça va être Paris, Milan. Et ensuite, en Amérique du Nord, on a New York. Mais New York, c'est pas du tout la même effervescence. Et on a moins d'audace en Amérique du Nord côté mode. Ouais. Donc, moi, j'aime plus regarder ce qui se passe en Europe. Qu'est-ce qui est audacieux dans la mode?
Moi, ce qui est audacieux, ce que je trouve chez les autres que je fais pas tout le temps, c'est porter énormément de couleurs. Mais l'audace, c'est juste de penser la mode différemment. Tu sais, quand on a commencé à revoir les basques revenir, les basques étaient disparues depuis les années 40, on les voyait presque pas. Donc, quand la basque est revenue en 2014, je me souviens pas quel designer l'avait utilisé en premier, mais je me dis c'est intéressant d'aller chercher des éléments comme ça et de les actualiser, d'oser le faire avant tout le monde. Et justement, tu m'amènes sur ce terrain, la mode, donc tu la considères comme un art? Oui, totalement. Est-ce qu'un designer, par exemple, qui va designer pour des grandes chaînes de magasins versus un designer pour des petites boutiques, petites marques de vêtements, est-ce que la portée artistique est la même? En fait, c'est qu'on n'a pas la même liberté de toute façon. Mais c'est ça. Donc, que la portée, les gens n'auront peut-être pas accès à tes vêtements, mais en même temps, une grande marque comme un H&M de ce monde, qui est de la fast fashion, mais les collections durent une semaine. Et à chaque semaine, il y a du nouveau stock qui rentre. On l'oublie. Un designer qui peut être, exemple, québécoise, Massabni ou Pétinalou, ces filles-là, on va regarder leur création plus comme une œuvre d'art que comme quelque chose qu'on consomme rapidement. Donc, c'est deux univers vraiment différents. Puis ce qui est le fun aussi dans les collections, je pense à une collection d'Ève Gravel qui m'avait marqué, c'est que souvent, il y a le même élément qui revient sur plusieurs vêtements. Donc, c'est comme si on explose la même forme d'art sur tous les vêtements qu'on voit. Et Ève Gravel, c'est une intemporelle. Elle a des coupes intemporelles, elle a des designs qui vont se reporter d'année en année parce qu'elle veut que ces vêtements qui sont d'une superbe qualité durent. Moi, dernièrement, je me suis départie d'une jupe Ève Gravel que j'avais depuis le cégep. Ça me fait de la peine. En fait, c'est que tout d'un coup, il faut que je fasse des choix. Et au cégep, disons-le, c'était pas ton look qui était ta priorité là, à ce moment-là. Toi, c'était complètement autre chose. On se fichait plutôt de ce que les autres pensaient. C'est ce qui faisait en sorte que tu étais fashion au final. Bien, parce que moi, je portais des choses parce que je les aimais. Cette jupe-là, Ève Gravel, était très serrée ici avec un élastique qui était des lignes noires et blanches. Ensuite, tu avais une première jupe bleue flash avec des fleurs, une autre en dessous noire avec des picots blancs. C'est pour ça que je m'en suis départie d'ailleurs. Les picots blancs, c'est... non? Là, c'était trop de motifs dans une même jupe. Mais à l'époque, moi, j'aimais ça parce que j'étudiais en théâtre, j'étais une artiste, puis je trouvais ça vraiment le fun d'avoir une jupe qui sortait de l'ordinaire, que j'ose plus porter aujourd'hui. C'est correct. Oui, mais on change, on évolue. Pourquoi pas? Camille Desgé, tu as également un très long passé dans le sport au niveau national quand même, c'est important de le mentionner. Natation professionnelle, triathlon, du surf, on en a parlé en début d'émission. Et est-ce que cette tangente-là dans la mode t'intéresse? Parce qu'on le voit beaucoup avec les joueuses de tennis, entre autres, Eugénie Bouchard, tout l'aspect marketing de leur esthétique, de leur visuel. Est-ce que c'est une tangente de la mode qui t'intéresse? La mode et les athlètes, souvent, ça n'a pas fait bon ménage. Soyons honnêtes, les athlètes ne s'habillent pas tout le temps très bien. Mais ce que je trouve intéressant, exemple, au Québec, c'est d'utiliser ces femmes-là comme des modèles. Si on prend, par exemple, celles qu'on voit partout, les Sœurs du Four-la-Pointe. Moi, je dis que les Sœurs du Four-la-Pointe, soit les égéries de personnel, qui est la marque maison de Jean Coutu. Oui, plusieurs personnes vont dire, on les voit partout, je suis tannée. Mais pourquoi est-ce qu'on se tanne de ces filles-là qui ont travaillé pendant des années pour être où elles sont, qui sont des super beaux modèles pour les jeunes, qui sont accessibles, qui ont une belle présence web? Moi, j'applaudis qu'enfin, on mette de l'avant des athlètes plus que des fois des comédiennes, j'enlève rien aux comédiennes, aux chanteuses, mais sont là de toute manière. Mais je me dis, c'est de mettre de l'avant des filles qui ont travaillé très fort pour être où elles sont, qui ont un style, et tant mieux. Qui ont un mode de vie sain également. Exactement, donc pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu t'es impliquée dans Wix, entre autres, qui fait bouger les ados. Un fait important à souligner. Si vous voulez d'ailleurs toutes les informations, les coordonnées sur notre invité à la tête à l'envers, ça se retrouve sur le site de MaTV, sous l'onglet La tête à l'envers. Et on est déjà rendu à cette portion de l'émission qui s'appelle les questions inversées. Là, tu vas devoir travailler un petit peu, puisqu'on va te poser les réponses et non les questions. Ce sera à toi de trouver la réponse à notre question. Peut-être faire un exemple. Oui, faisons un exemple. Oui. Si, Barbara, je te dis tarte au sucre. Quelle est la chose que je mange impérativement avec de la crème glacée à la vanille? Voilà. La tarte au sucre. Alors, on comprend bien. Première réponse. Poncho péruvien et pantalon bouffant 3/4 noir. Qu'est-ce que tu portais au secondaire? Et ça devait être magnifique. C'est charmant. C'était charmant. Les photos sont pas sur Internet. Non. Mais en ta qualité de spécialiste des réseaux sociaux, je suis convaincue qu'on peut retracer ces photos-là, non? Non. À l'époque de mon secondaire, il n'y avait pas de Facebook. Ça sauve des vies quand il n'y a pas de Facebook. Absolument. Ah ouais, nous, c'était l'époque MSN. Des fois, on se dit qu'allez, on aurait donc pas dû l'utiliser. Deuxième réponse, Little Black Dress. Eh bien, ça, c'est un incontournable que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe. Sans aucun doute. Et c'est indémodable. C'est indémodable, mais ça dépend de la coupe que tu choisis encore là. Parce qu'une petite robe noire mal découpée peut passer de mode. Peut entacher sa silhouette. Et finalement, troisième réponse, Alphonse. Mon chat. Est-ce qu'on attend une émission prochainement avec ton chat?
Mon chat a déjà été dans quelques émissions, dans quelques photoshoots, mais j'en ai 2, tu sais. Mais Alphonse, c'est mon chat qui, si quelqu'un rentre chez moi, qui qu'il soit, il n'y a pas le choix d'être ami avec Alphonse. Parce que Alphonse est ami avec tout le monde. Bon. Merci beaucoup, Camille DG. On se retrouve dans quelques instants pour la chronique Mimosa. Attention, on revient dans 8, Oui, 7, 6, 5, il vous reste moins de temps, par exemple. 24, 3, 2, 1. Nous sommes plongés dans le monde de la mode, dans le monde du style. Et Barbara, tu nous fais découvrir une femme qui a beaucoup de style en cette veille de la Journée internationale de la femme en plus et qui a une voix magnifique. Oui. Christine and the Queens. Oui, Marie-Lise, cette semaine à la chronique Mimosa. Pour toi, Marie-Lise, par contre, ce sera un verre de Bénilin pour ta voix. Donc, à la chronique Mimosa, je vous présente Christine and the Queens, qui est une artiste française, une auteure, compositeur, interprète. Et elle a fait sa première montréalaise le 19 février dernier. Et elle a complètement conquis la salle. Elle nous offre un espèce de mélange entre la voix de Lana Del Rey avec aussi la sonorité de Lorde. Elle a aussi les mouvements de danse de Michael Jackson qui mélangent la pop avec un côté aussi contemporain. Et elle nous offre aussi des performances théâtrales assez phénoménales. Elle a d'ailleurs une formation en théâtre. Et ces performances-là sont visibles évidemment sur la scène, mais aussi dans ses vidéoclips qui sont franchement impressionnants, Marie-Lise. Également, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle offre un style, on parlait de style tout à l'heure avec notre invitée Camille DG. Elle a un look très androgyne, veston, pantalon noir, très droit, souliers plats. Un peu à la David Bowie. À la David Bowie, justement. Et elle a gagné récemment un prix au 30e de la musique, qui est un gala français. Et je vais la citer parce que c'est quand même assez touchant ce qu'elle a dit. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Christine and the Queens, c'est un personnage. Elle ne s'appelle pas Christine and the Queens dans la vraie vie. Parce qu'elle a toute une histoire, Elle a toute une histoire. Elle est partie de la France, elle s'est fait laisser par sa copine et elle s'est dirigée à Londres pour aller voir un spectacle de drag queens. Et elle a été impressionnée, elle a discuté avec elle et elle a fait un changement de carrière complètement. Donc, changement de A à Z, elle se consacre à la chanson. Pour notre invité, ce fut voyage de surf au Mexique. Et pour Christine and the Queens, ce fut les drag queens qui l'ont ramenée sur la bonne voie. Exactement. Donc, c'est suite à cette rencontre-là qu'elle devient chanteuse et on n'est pas déçus. Et elle a d'ailleurs été récompensée, comme je disais, avec son prix au 30e de la musique. Et je vais la citer parce que je trouvais ça vraiment beau ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je voudrais remercier Christine, prénom que j'ai trouvé pour aller un petit peu mieux, pour chanter et pour écrire et pour dire des choses que je n'osais pas dire et pour être mal polie et pour être maladroite et pour être une half lady. » Donc, elle a osé, un peu comme Camille DG a osé avec sa jupe bizarre au secondaire. Et donc, voilà, c'était la chronique Mimosa cette semaine. Et on retrouve tous les extraits de Christine and the Queens, de même que l'entrevue exclusive de Camille DG sous l'onglet de la tête à l'envers sur le site web de MaTV. Merci beaucoup, Barbara. Qu'est-ce qu'on surveille à l'agenda culturel cette semaine? Oui, donc à l'agenda culturel, c'est Richard III qui est présenté au Théâtre du Nouveau Monde et c'est présenté à partir de mardi 10 mars jusqu'au 4 avril. Donc, on a le temps d'aller voir la pièce. Et c'est Sébastien Ricard qui est un comédien, mais aussi qui est chanteur de Loco Locas, qui est mis en vedette dans cette pièce-là. Également, l'Université de Montréal présente le film Foxcatcher, qui est quand même été nominé 5 fois aux derniers Oscars. Film qui met en vedette un homme riche qui a construit un centre d'hébergement, pas d'hébergement, mais d'entraînement pour des athlètes de lutte olympique. Également, à la Place des Arts, c'est le spectacle de danse Rocco. On parlait de combat avec la lutte olympique. Bien là, on s'en va en boxe. Et c'est un spectacle qui présente la boxe, un spectacle de danse et de boxe. Et ça, c'est spécial. C'est spécial parce que les spectateurs sont littéralement plongés à l'intérieur et se retrouvent autour d'un ring de boxe. Carrément. Même la scène a été montée là, pour le spectacle. C'est présenté à la Place des Arts. Merci beaucoup, Barbara, pour cette chronique. On est à la 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bienvenue à La Tête à l'envers, l'émission qui commence par la fin et finit par le début. Et au milieu, ben, ça va dans tous les sens. Notre invitée ce soir, Camille DG.